Il existe un moment dans la vie où l'on réalise que l'humanité n'est pas garantie, qu'elle peut vous être retirée comme on arrache un vieux manteau, qu'elle peut vous être rendue par celui qu'on attend le moins, et que parfois, cette restitution coûte la vie à celui qui l'offre. J'ai vu cela se produire, je l'ai vécu, et j'ai porté le poids de cette vérité pendant 60 ans sans pouvoir prononcer un seul mot sur ce jour-là, non pas par manque de courage, mais parce que certains souvenirs sont si lourds que les porter en silence semble le seul moyen de continuer à respirer. Ce que je vais raconter maintenant ne figure dans aucun livre d'histoire. Cela n'a pas été consigné dans des rapports officiels. Cela n'apparaît pas dans des archives déclassifiées. C'est arrivé dans un camp de prisonnières du nord de la France occupée, en hiver 1943, devant des témoins qui ont préféré oublier. Mais moi, je ne peux pas oublier. Parce que ce jour-là, ma fille de 6 ans s'est agenouillée dans la boue gelée, a saisi mes mains ensanglantées et a imploré l'aide du seul homme qui pouvait nous sauver ou nous tuer. Il portait l'uniforme gris de la Wehrmacht. Il avait un fusil à l'épaule. Et quand nos regards se sont croisés, quelque chose en lui s'est brisé. Je ne sais pas si c'était de la compassion, je ne sais pas si c'était du remords, mais je sais qu'il a fait un choix, et ce choix a tout changé. Je m'appelle Elira Vaugrenard. J'ai 84 ans. Je vis dans une maison aux murs épais dans la campagne française où le vent d'hiver n'oublie jamais comment entrer. C'est ici que, il y a 5 ans, j'ai accepté de donner ma seule interview. Pas pour être rappelée, mais pour qu'Aérine, ma fille, ne soit pas effacée de l'histoire comme tant d'autres enfants ayant traversé cet enfer invisible. Quand la guerre est entrée dans ma vie, j'avais 24 ans. Aérine en avait 6. Nous vivions à Lille, une ville qui avait changé de main tant de fois que même les Allemands ne savaient plus s'ils occupaient un territoire ou surveillaient des fantômes. Mon mari, Julien, avait été emmené en 1940 pour le travail forcé quelque part en Allemagne. Je n'ai jamais plus entendu sa voix, jamais plus senti son odeur, seulement le silence, lourd, étouffant, qui remplit les maisons vides. Je faisais ce que toutes les femmes faisaient, survivre. Je travaillais comme couturière dans un atelier clandestin qui fabriquait des vêtements civils avec des tissus volés aux Allemands. Nous n'étions pas des héroïnes. Nous étions des mères, des sœurs, des filles, essayant de ne pas disparaître. Mais quelqu'un a parlé. Quelqu'un parle toujours. Et un matin de novembre 1943, alors que le brouillard couvrait encore les rues et que le froid mordait la peau comme des milliers d'aiguilles, ils sont venus nous chercher. Je me souviens du bruit des bottes sur les pavés mouillés. Ce son résonne encore dans ma tête, même aujourd'hui, 60 ans plus tard. Un bruit rythmé, mécanique, inhumain. Ils ont défoncé la porte de l'atelier sans prévenir. 3 soldats de la Gestapo, accompagnés d'un traître français qui pointait du doigt celle qu'il fallait emmener. Je me tenais près de la fenêtre, une aiguille entre les doigts, le cœur battant si fort que je croyais qu'ils allaient l'entendre. Aérine était cachée sous une table, les yeux grands ouverts, silencieuse comme je lui avais appris à l'être. Mais le traître savait. Il m'a regardé droit dans les yeux et a murmuré « Celle-là aussi ». Ils nous ont traînés dehors sans explication. Pas d'accusation formelle, pas de procès, juste l'efficacité glaciale de l'occupation. On nous a entassés dans un camion bâché avec 12 autres femmes et 3 enfants. L'odeur de la peur était palpable, mêlée à celle de la sueur, de l'urine, du désespoir. Aérine s'est blottie contre moi, tremblante, murmurant des prières qu'elle avait apprises de ma mère avant que celle-ci ne soit emmenée elle aussi, 6 mois plus tôt. Je serrais ma fille si fort que je sentais ses os fragiles sous mes doigts. Je ne savais pas où on nous emmenait, mais je savais qu'on ne reviendrait pas de sitôt. Le camp se trouvait à une 30aine de kilomètres au nord de l'île, dans une zone forestière isolée que les Allemands avaient transformée en centre de détention pour femmes françaises soupçonnées de résistance ou de collaboration avec des réseaux clandestins. Ce n'était pas un camp de concentration comme Auschwitz ou Dachau. C'était quelque chose de plus sournois, de plus pervers. Un camp d'exposition. Les femmes y étaient maintenues à la vue de soldats de passage, d'officiers en inspection, de visiteurs collaborationnistes. Nous étions des exemples vivants de ce qui arrivait à celles qui osaient défier l'ordre allemand. Des trophées humains, des avertissements ambulants,
Si quelqu'un regarde cette vidéo aujourd'hui, ici ou ailleurs dans le monde, sachez que cette histoire n'est pas inventée. Elle est réelle. Elle s'est passée ici, en France, il y a plus de 80 ans. Si cela vous touche, laissez un mot dans les commentaires. Dites-nous d'où vous nous regardez. Parce que tant que ces histoires sont racontées, tant qu'elles sont entendues, elles ne peuvent pas être effacées. Le premier jour au camp, on nous a fait aligner dans la cour centrale. Le sol était de la terre battue mêlée de boue et de neige fondue. Le froid traversait nos vêtements comme s'ils n'existaient pas. Un officier allemand, grand, mince, le visage figé dans une indifférence mécanique, nous a expliqué les règles en français approximatif. Pas de bruit après le couvre-feu, pas de contact avec les soldats, pas de tentative de fuite. Toute infraction serait punie par la privation de nourriture, l'isolement, ou pire. Il n'a pas précisé ce que signifiait « pire ». Il n'avait pas besoin. Les baraquements étaient des structures en bois mal isolées, avec des lits superposés sans matelas, juste des planches nues. On nous a donné une couverture par personne, une seule, et la température descendait déjà sous 0 la nuit. Irene et moi partagions un lit du bas, serrés l'une contre l'autre pour nous réchauffer. Je sentais son souffle court contre ma poitrine. Elle ne pleurait jamais. Elle avait appris à ne pas pleurer. Mais ses yeux disaient tout. Les jours se ressemblaient. On nous réveillait avant l'aube pour l'appel. On restait debout dans le froid pendant 1 heure, parfois 2, pendant qu'on comptait et recomptait les prisonnières. Ensuite, on nous faisait travailler. Nettoyer les latrines, transporter du bois, creuser des fossés pour l'évacuation des eaux usées. Le travail n'avait aucun sens stratégique. Il servait juste à nous briser, à nous rappeler que nous n'étions plus rien, que notre dignité, notre humanité, notre identité avait été suspendue dès l'instant où nous avions franchi les barbelés. Mais ce qui était le pire, ce n'était pas le travail, ce n'était pas le froid, c'était le regard. Les soldats nous regardaient, tout le temps, pas avec désir, pas avec haine, avec quelque chose de plus insupportable, l'indifférence totale. Nous étions des objets, des choses, des numéros, et parfois, certains s'approchaient, nous touchaient, nous poussaient, juste pour voir ce que nous ferions, pour tester jusqu'où allait notre soumission. Je baissais toujours les yeux, je serrais la main d'Aérine, et je priais pour que ce jour se termine sans violence supplémentaire. 3 semaines après notre arrivée, j'ai commis une erreur stupide, née de l'épuisement et de la faim. On nous avait donné une ration de pain moisi et de soupe claire pour le déjeuner. Je gardais toujours la moitié de ma portion pour Aérine, mais ce jour-là, elle a refusé de manger. Elle tremblait de fièvre, les lèvres violettes, les yeux vitreux. J'ai essayé de la forcer, mais elle a vomi. Un garde allemand nous a vus. Il s'est approché, a hurlé quelque chose en allemand que je n'ai pas compris et m'a frappé avec la crosse de son fusil. Le coup m'a atteinte à la jambe gauche, juste en dessous du genou. J'ai entendu un craquement sec, comme une branche morte qui cède sous le poids de la neige. La douleur a explosé dans tout mon corps. Je suis tombée. Aérine a crié. Le garde a ri. Puis, il est parti. Personne n'est venu m'aider. Personne ne pouvait. Dans ce camp, l'entraide était un luxe qu'on ne pouvait pas se permettre. J'ai rampé jusqu'au baraquement, traînant ma jambe derrière moi. Aérine pleurait en silence, me tenant par le bras. J'ai réussi à atteindre notre lit. La douleur était insupportable. L'os était mal aligné, je le sentais sous la peau. Ma jambe gonflait déjà, chaude, pulsante. Mais il n'y avait pas de médecin, pas de soins, pas même un bandage. Les jours suivants ont été les plus sombres de ma vie. Je ne pouvais plus marcher. Je restais couchée ou assise contre le mur du baraquement quand on nous forçait à sortir pour l'appel. La fièvre est arrivée. Puis l'infection. Ma jambe est devenue rouge, puis violette, puis noire par endroits. La douleur était une présence constante, lancinante, dévorante. Je savais ce qui allait se passer si rien n'était fait. J'allais mourir, lentement, devant ma fille. Aérine ne me quittait pas. Elle restait assise à mes côtés, me tenant la main, murmurant des prières. Elle avait appris à prier avec ma mère, une femme pieuse qui croyait que Dieu écoutait même dans le silence. Moi, je ne croyais plus en rien. Mais quand je voyais ma fille, ses petites lèvres bougeant dans une supplication muette, quelque chose en moi refusait encore de céder.
pas pour moi. Pour elle. Et puis, un matin, tout a changé. C'était un matin de décembre. Le ciel était d'un gris métallique, lourd, oppressant, comme si la lumière elle-même avait renoncé à percer les nuages. On nous avait sortis pour l'appel habituel, mais je ne pouvais plus tenir debout. 2 femmes m'avaient traîné jusqu'à la cour et m'avaient adossé contre un mur de pierre humide près des latrines. Ma jambe pendait devant moi, inutile, gonflée comme un tronc pourri. La douleur était telle que je ne sentais presque plus rien. Juste un engourdissement glacé qui montait lentement vers mon cœur. Aérine s'était agenouillée à mes côtés. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient. Mais elle ne pleurait pas. Elle priait. Ses petites mains serraient les miennes, ses lèvres gercées bougeaient en silence. Je ne sais pas ce qu'elle demandait. Peut-être la guérison. Peut-être la mort. Peut-être juste que quelqu'un nous voit. Vraiment nous voit. Et quelqu'un nous a vus. Il s'appelait Kjell Hartmann. J'ai appris son nom bien plus tard, longtemps après la guerre, quand j'ai cherché à reconstituer ce qui s'était passé ce jour-là. Kjell était un soldat de la Wehrmacht, âgé d'environ 35 ans, originaire de Hambourg. Il n'était pas un officier, pas un idéologue, pas un monstre. Juste un homme qui portait un uniforme gris et qui avait laissé une fille du même âge qu'Aérine, en Allemagne, des mois plus tôt, en promettant de revenir. Selon les documents que j'ai pu consulter après la guerre, il avait été mécanicien avant d'être enrôlé. Il réparait des camions, des moteurs, des choses concrètes. Pas des vies. Ce matin-là, il n'était pas là pour nous surveiller. Il était en transit, attendant un transfert vers une autre unité. Il traversait la cour du camp quand il a aperçu Aérine. Pas moi. Elle. Une petite fille agenouillée dans la boue gelée, les mains jointes, les yeux fermés, priant comme si sa vie en dépendait. Ce qui était le cas. Kjell s'est arrêté net. Je l'ai vu hésiter. Il a regardé autour de lui, vérifiant si d'autres soldats le voyaient. Puis, il a fait quelque chose d'impensable. Il s'est approché. Ses pas étaient lents, mesurés, comme s'il marchait sur un fil invisible au-dessus d'un gouffre. Quand il est arrivé à notre hauteur, il s'est accroupi. Pas trop près. Juste assez pour qu'Aérine lève les yeux vers lui. Elle a ouvert les yeux, et pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait hurler. Mais elle ne l'a pas fait. Elle l'a simplement regardé. Et lui l'a regardé en retour. Je ne sais pas ce qu'il a vu dans les yeux de ma fille. Peut-être sa propre fille. Peut-être ce qu'il avait perdu en devenant soldat. Peut-être juste l'innocence brisée d'une enfant qui priait dans la boue pendant que sa mère agonisait à côté d'elle. Mais quelque chose en lui s'est brisé à ce moment-là. Je l'ai vu dans son visage. Une fissure, une hésitation, un instant d'humanité qui traversait l'uniforme, le grade, la guerre elle-même. Sans un mot, Kjell a retiré son manteau. Un geste simple, banal, mais dans ce contexte, c'était un acte de rébellion. Il l'a posé sur les épaules d'Aérine. Elle a relevé les yeux vers lui, confuse, effrayée, mais aussi reconnaissante d'une manière qu'elle ne pouvait pas encore exprimer. Puis il m'a regardé. Ma jambe, mon visage blême, la fièvre qui me consumait. Et j'ai vu dans ses yeux qu'il savait exactement ce qui allait m'arriver si personne n'intervenait. Kjell s'est relevé et est parti. Je ne comprenais pas ce qu'il faisait. Peut-être qu'il nous abandonnait. Peut-être qu'il regrettait déjà son geste. Mais 10 minutes plus tard, il est revenu. Et il n'était pas seul. Il avait amené un médecin militaire allemand, un homme plus âgé, aux cheveux gris, à l'air fatigué, qui portait une trousse médicale en cuir usé. Kjell lui a dit quelque chose en allemand que je n'ai pas compris, mais le ton était ferme, presque autoritaire. Le médecin m'a regardé avec un mélange d'agacement et de résignation, puis s'est agenouillé à mes côtés. Il a examiné ma jambe en silence, palpant l'os fracturé avec une précision clinique. Puis, il a secoué la tête et a dit quelque chose à Kjell. Kjell a insisté. Le médecin a soupiré. Et finalement, il a accepté. Ce qui s'est passé ensuite reste flou dans ma mémoire. On m'a emmené dans une baraque isolée, loin des autres prisonnières. Le médecin a réaligné l'os sans anesthésie. J'ai mordu un morceau de bois pour ne pas hurler. Aérine était là, tenant ma main, pleurant en silence.
Kjell est resté dans l'encadrement de la porte, immobile, les bras croisés, surveillant que personne ne nous dérange. Quand ce fut terminé, le médecin a bandé ma jambe avec des bandes propres, m'a donné des cachets contre l'infection et est parti sans un mot. Kjell est resté encore quelques instants. Il a regardé Aeryn, puis moi, puis il a murmuré quelque chose en allemand. Je n'ai pas compris les mots, mais j'ai compris le sens. Quelque chose comme « Je suis désolé ». Puis il est parti, et je ne l'ai plus jamais revu. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange étrange de survie et d'incompréhension. Ma jambe guérissait lentement. Le médecin était revenu 2 fois pour changer les bandages et vérifier que l'infection ne revenait pas. Mais il ne parlait jamais. Il faisait son travail avec une efficacité mécanique, comme s'il soignait une machine et non un être humain. Chaque fois, Kjell était là, dans l'ombre, veillant à ce que personne ne pose de questions. Je ne sais pas ce qu'il avait dit pour justifier ses soins. Je ne sais pas quel mensonge il avait inventé. Mais cela fonctionnait. Dans le camp, les autres prisonnières m'ont regardé différemment. Certaines avec jalousie, d'autres avec suspicion. Quelques-unes pensaient que j'avais fait quelque chose de honteux pour mériter ce traitement. Je ne les blâmais pas. Dans un endroit où l'humanité était rationnée, toute exception était suspecte. Mais je ne leur devais aucune explication. Je devais ma survie à un homme que je ne connaissais pas, qui portait l'uniforme de ceux qui nous opprimaient, et qui avait choisi de nous voir quand tout le monde regardait ailleurs. Aeryn, elle, avait changé. Elle ne parlait presque plus. Elle restait collée à moi, silencieuse, observant tout avec des yeux trop grands pour son visage émacié. Parfois, elle regardait en direction de l'entrée du camp, comme si elle attendait quelque chose, ou quelqu'un. Je savais qu'elle pensait à Kjell, qu'elle se demandait pourquoi il nous avait aidés, pourquoi lui et pas les autres. Moi aussi, je me posais cette question. Encore aujourd'hui, je me la pose. 1 mois après l'incident, j'ai appris que Kjell avait été transféré. Un convoi de soldats partait vers le front de l'Est, en Russie, où la Wehrmacht perdait du terrain face à l'armée rouge. Les transferts vers l'Est étaient une condamnation à mort déguisée. Peu d'hommes en revenaient, et ceux qui revenaient n'étaient plus les mêmes. J'ai entendu des gardes en parler dans la cour, avec un mélange de résignation et de soulagement que ce ne soit pas eux. J'ai su que Kjell était parmi ceux qui partaient, et quelque chose en moi s'est serré. Pas de la pitié, pas de l'amour. Juste une reconnaissance douloureuse qu'un homme qui m'avait sauvé allait peut-être mourir dans une guerre qui n'avait jamais eu de sens. Le camp a continué à fonctionner comme avant, les appels, le travail forcé, les humiliations quotidiennes. Mais quelque chose avait changé en moi. Avant l'intervention de Kjell, j'étais une survivante passive, quelqu'un qui subissait en attendant la fin. Après, j'étais devenue quelqu'un qui avait été vu. Quelqu'un dont l'existence avait été reconnue, ne serait-ce qu'un instant, par quelqu'un qui aurait pu choisir de détourner le regard. Et cela avait tout changé. Les mois ont passé. L'hiver de 1943 a cédé la place au printemps de 1944. Les nouvelles du front nous parvenaient de par fragments. Les Alliés avançaient en Italie. Les bombardements s'intensifiaient en Allemagne. La résistance française devenait plus audacieuse. Nous, les prisonnières, nous ne savions pas grand-chose. Mais nous sentions que quelque chose bougeait, que la guerre n'était plus figée, qu'elle basculait. En juin 1944, tout a explosé. Le débarquement en Normandie. Les Alliés ont débarqué sur les côtes françaises et en quelques semaines, le nord de la France est devenu un champ de bataille. Le camp où nous étions détenus est devenu inutile stratégiquement. Les Allemands ont commencé à se replier, abandonnant certaines positions, détruisant d'autres. Un matin, sans explication, les gardes ont ouvert les portes du camp et nous ont dit de partir, juste comme ça, pas de formalité. Pas de libération officielle, juste « allez-vous-en ». Nous sommes sortis, hébétés, incrédules. Certaines femmes pleuraient, d'autres riaient nerveusement. Moi, je tenais Aeryn par la main et je marchais sans savoir où aller. Nous n'avions plus de maison, plus de famille, plus rien. Juste nos corps abîmés et nos esprits fracturés. Mais nous étions vivantes, et cela, personne ne pourrait nous le reprendre. La guerre s'est terminée en mai 1945. La France était libre mais brisée.
Des millions de personnes déplacées, des villes détruites, des familles dispersées à travers l'Europe comme des feuilles mortes emportées par le vent. Partout, les gens cherchaient leurs proches, fouillaient les listes de la Croix-Rouge, interrogèrent les soldats revenus du front. Partout, on entendait des noms criés dans les gares, des sanglots dans les bureaux administratifs, des silences terribles quand les réponses n'arrivaient pas. Le pays célébrait sa libération, mais pour ceux d'entre nous qui avions tout perdu, cette liberté avait le goût amer de la cendre. Irene et moi avons survécu grâce à l'aide de la Croix-Rouge et de quelques âmes généreuses qui nous ont hébergés temporairement dans des foyers d'accueil surpeuplés où l'on dormait à plusieurs par pièce, où l'eau chaude était un luxe et où chaque repas semblait un miracle. Nous avons passé 6 mois à errer entre différentes structures d'aide humanitaire, attendant qu'on nous trouve un logement permanent, qu'on nous donne des papiers d'identité, qu'on nous reconnaisse comme des êtres humains et non comme des numéros administratifs. Nous avons fini par nous installer dans un petit village du Nord, loin de l'île, loin des souvenirs qui hantaient chaque rue, chaque bâtiment, chaque visage familier. J'ai repris le travail de couturière dans une petite boutique locale où la patronne, une veuve de guerre elle aussi, ne posait jamais de questions sur le passé. Irene a commencé l'école dans une classe où tous les enfants portaient les mêmes cicatrices invisibles, où les instituteurs savaient reconnaître les silences qui en disaient plus que les mots. Nous avons reconstruit une vie. Ou plutôt, nous avons fait semblant. Parce que reconstruire implique qu'il reste des fondations solides. Et nous n'avions plus rien de solide. Les années ont passé comme dans un brouillard. Irene a grandi en silence, une enfant trop sage, trop calme, qui ne jouait jamais vraiment avec les autres et qui sursautait au moindre bruit fort. Elle faisait des cauchemars toutes les nuits pendant les premières années. Je l'entendais pleurer à travers la cloison fine de notre petit appartement, mais quand j'allais la voir, elle faisait semblant de dormir. Nous ne parlions jamais de ce qui s'était passé. C'était un accord tacite entre nous. Le passé devait rester enterré si nous voulions continuer à avancer. Mais le passé ne se laisse jamais enterrer complètement. Il reste là, sous la surface, comme une nappe phréatique empoisonnée qui contamine tout ce qu'elle touche. Pendant des années, je n'ai jamais parlé de Kjell. À personne. Pas même à Irene. Pas même dans mes prières, quand je priais encore. Mais il était toujours là, dans un coin de ma mémoire, comme une photographie floue dont les contours s'effaçaient progressivement avec le temps. Un homme que je ne connaissais pas, dont j'ignorais presque tout, qui m'avait sauvé sans raison apparente et qui avait disparu dans le chaos de la guerre comme des millions d'autres. Je me demandais s'il avait survécu, s'il était rentré chez lui à Hambourg, si sa fille Greta l'avait revu, si elle avait eu la chance de grandir avec un père, contrairement à tant d'enfants de cette génération sacrifiée. Mais je n'avais aucun moyen de le savoir. Les archives militaires allemandes étaient inaccessibles, dispersées, parfois détruites. Et honnêtement, une partie de moi avait peur de chercher. Peur de découvrir qu'il était mort dans quelque fossé anonyme du front de l'Est. Peur de découvrir qu'il était vivant, mais qu'il avait oublié ce qu'il avait fait. Que cet acte qui avait tout changé pour moi n'avait été qu'un geste banal dans une vie pleine de gestes similaires. Peur que cet instant d'humanité, qui brillait dans ma mémoire comme une étoile solitaire dans une nuit sans lune, n'ait eu aucune importance pour lui. Mais en 1998, 53 ans après la fin de la guerre, quelque chose m'a poussé à chercher. Peut-être la vieillesse qui approchait et qui rendait chaque souvenir plus précieux. Peut-être le besoin de fermer une boucle avant de partir. Peut-être juste l'envie de savoir, une dernière fois, si l'humanité que j'avais vue ce jour-là dans les yeux d'un soldat ennemi avait été réelle ou simplement le produit d'un esprit désespéré. Peut-être aussi parce qu'Irene, devenue adulte, m'avait avoué un soir qu'elle pensait souvent à cet homme et qu'elle aurait voulu le remercier. Cette confession m'avait bouleversée. Pendant toutes ces années, je croyais qu'elle avait oublié, que sa mémoire d'enfant avait effacé les détails. Mais non, elle se souvenait. De tout. Du manteau sur ses épaules, du regard de Kjell, de la douceur inhabituelle de son geste dans cet univers de brutalité. J'ai contacté des associations d'anciens combattants, des archives militaires allemandes qui commençaient tout juste à s'ouvrir au public,
des historiens spécialisés dans la Wehrmacht et ses mouvements pendant la guerre. J'ai écrit des dizaines de lettres à des institutions, à des musées, à des centres de documentation. J'ai donné le peu d'informations que j'avais, le nom, Kjell Hartmann, mécanicien de formation, originaire de Hambourg, probablement affecté dans le nord de la France en 1943, transféré vers le front de l'Est fin 1943 ou début 1944. Certaines de mes lettres sont restées sans réponse. D'autres m'ont renvoyé des formulaires administratifs interminables. D'autres encore m'ont poliment expliqué que les recherches prendraient du temps, que les archives étaient incomplètes, que des millions de soldats avaient disparu sans laisser de traces. Les recherches ont pris des mois, puis une année entière. J'avais presque abandonné quand j'ai reçu une lettre des archives militaires fédérales allemandes à Fribourg. Une simple enveloppe blanche avec un tampon officiel. À l'intérieur, 3 pages dactylographiées et une photocopie d'un document militaire original. Mon cœur battait si fort en ouvrant cette enveloppe que j'ai dû m'asseoir. Et là, j'ai lu les mots qui ont confirmé ce que je redoutais depuis le début. Kjell Hartmann était répertorié dans les archives militaires allemandes, matricule 3008-47562, soldat de 2e classe, affecté à la 18e division d'infanterie motorisée, transféré au front de l'Est en décembre 1943. Tué au combat le 17 janvier 1944, près de Leningrad, lors d'une offensive soviétique destinée à briser le siège de la ville. Il avait 36 ans. Son corps n'avait jamais été rapatrié. Il reposait quelque part dans un cimetière militaire allemand près de Saint-Pétersbourg, parmi des milliers d'autres croix blanches alignées dans un champ glacé. Il n'était jamais rentré chez lui. Il n'avait jamais revu Hambourg, ni sa femme, ni sa fille Greta. La promesse qu'il lui avait faite avant de partir était restée inaccomplie, comme tant d'autres promesses faites par tant d'autres hommes à tant d'autres enfants pendant cette guerre maudite. Le document précisait également que sa femme, Ingrid Hartmann, était décédée en 1952, probablement des suites de privations pendant l'après-guerre. Greta avait été élevée par sa grand-mère maternelle. Elle vivait toujours en Allemagne, mariée, avec des enfants et des petits-enfants. Les archives contenaient son adresse actuelle. J'ai hésité pendant des semaines avant de lui écrire. Que pouvais-je lui dire ? Comment pouvais-je expliquer à cette femme que je ne connaissais pas que son père, qu'elle avait à peine connu elle-même, avait sauvé 2 inconnues françaises avant de disparaître dans l'enfer gelé de Leningrad ? Que cet acte, pour moi, avait tout signifié, alors que pour elle, il ne remplacerait jamais l'absence d'un père pendant toute son enfance, toute son adolescence, toute sa vie ? J'ai finalement écrit. Une longue lettre, détaillée, émotionnelle peut-être, où j'ai raconté tout ce qui s'était passé ce jour de décembre 1943. J'ai décrit le camp, la douleur, la peur, le moment où Irene s'était agenouillée pour prier et celui où son père s'était approché. J'ai expliqué que sans lui, nous serions mortes toutes les deux, que son courage, son humanité, son choix impossible avaient le permis à 2 vies de continuer, que ces 2 vies en avaient engendré d'autres, que quelque part en France, il existait une famille entière qui lui devait son existence. J'ai posté cette lettre avec l'espoir d'une réponse, d'un mot, d'un signe. Elle n'a jamais répondu. J'ai attendu des mois, puis des années. Rien. Je ne lui en veux pas. Je ne peux pas lui en vouloir. Que peut ressentir une femme qui apprend que son père, qu'elle n'a jamais vraiment connu, a risqué sa vie pour des étrangères alors qu'il ne pouvait pas protéger sa propre famille ? Peut-être que ma lettre a rouvert des blessures qu'elle avait passé toute sa vie à refermer. Peut-être qu'elle ne voulait pas savoir. Peut-être qu'elle a simplement choisi le silence, comme tant d'entre nous l'ont fait. Mais j'ai continué à chercher. J'ai voulu comprendre qui était vraiment Kjell. Pourquoi il avait fait ce qu'il avait fait. J'ai contacté d'autres historiens, j'ai consulté des témoignages d'anciens soldats de sa division, j'ai fouillé dans des archives municipales de Hambourg pour retrouver des traces de sa vie d'avant la guerre. J'ai découvert qu'il travaillait dans un garage automobile, qu'il était membre d'un club de football local, qu'il aimait la musique classique et qu'il jouait de l'accordéon les dimanches dans des fêtes de quartier. Un homme ordinaire, avec une vie ordinaire, transformé en soldat par les circonstances. Et puis, un jour de 2003, 5 ans après le début de mes recherches, j'ai reçu un colis inattendu. Il venait d'un musée militaire allemand
qui avait retrouvé des effets personnels de soldats tombés au front et qui tentait de les restituer aux familles. Dans ce colis, il y avait une petite boîte en métal rouillé contenant quelques objets ayant appartenu à Kjell Hartmann, une montre à gousset arrêtée à 14h37, une photographie de Greta enfant, une médaille religieuse et une lettre. Une lettre qu'il avait écrite à sa femme en novembre 1943, quelques semaines avant d'être transféré vers l'Est. Une lettre qu'il n'avait jamais postée, peut-être par manque de temps, peut-être par censure militaire, peut-être par peur de ce qu'elle révélait. J'ai ouvert cette lettre avec des mains tremblantes. L'encre était pâlie, le papier jauni et fragile. L'écriture était fine, précise, presque enfantine dans sa régularité. Et là, au milieu de phrases banales sur le froid, la nourriture, l'ennui, il y avait ce passage. Ce passage qui m'a fait pleurer pour la première fois depuis des décennies. Aujourd'hui, j'ai vu une petite fille prier dans la boue. Elle avait l'âge de Greta. Peut-être même ses yeux. Et j'ai réalisé que si Greta était à ma place, dans un camp quelque part, affamée, terrorisée, j'espérerais que quelqu'un la voie. Vraiment la voie. Pas comme un numéro ou une ennemie, mais comme un enfant, comme ma fille. Alors, j'ai fait ce que j'aurais voulu qu'on fasse pour Greta si elle était seule au monde. J'ai agi comme un père, pas comme un soldat, pas comme un Allemand ou un représentant du Reich, juste comme un père qui voit un enfant souffrir et qui ne peut pas détourner le regard. Je ne sais pas si c'était la bonne décision, je ne sais pas si je serais puni pour ça, mais je sais que c'était la seule décision humaine possible. Et si je dois mourir pour ça, au moins je mourrai en sachant que j'ai été humain au moins une fois dans cette guerre qui nous transforme tous en monstres. Quand j'ai lu ces mots, j'ai pleuré comme je n'avais jamais pleuré. Pas de tristesse, pas de regret, mais de reconnaissance profonde, absolue, écrasante. Parce que Kjell n'avait pas agi par pitié abstraite. Il n'avait pas agi par calcul moral ou par rébellion politique. Il avait agi par amour. Un amour qui dépassait les frontières, les uniformes, les idéologies, les guerres. Un amour universel, celui d'un parent pour un enfant. N'importe quel enfant. Partout. Toujours. Aujourd'hui, je suis une vieille femme. J'ai 84 ans. Mon corps porte les marques de tout ce que j'ai traversé. Ma jambe me fait encore mal les jours de pluie. Une douleur sourde, persistante, qui me rappelle ce coup de crosse dans la cour du camp il y a plus de 60 ans. Mes mains tremblent quand je tiens une tasse de thé. Mes yeux se fatiguent rapidement quand je lis. Ma mémoire flanche parfois sur des détails récents, mais elle reste d'une clarté cruelle sur les événements de 1943. Je peux oublier ce que j'ai mangé hier, mais je me souviens du goût de la soupe claire du camp. Je peux oublier le nom de mon médecin actuel, mais je me souviens du regard de Kjell Hartmann quand il a posé son manteau sur les épaules d'Aeryn. Aeryn est morte il y a 10 ans, en 2009, emportée par un cancer du pancréas que les médecins n'ont pas su soigner à temps, ou peut-être qu'ils n'ont pas voulu soigner assez fort parce qu'elle avait déjà 72 ans et qu'on considère parfois que les vieux ont assez vécu. Elle est partie en quelques mois, trop vite, trop brutalement. Je n'ai pas eu le temps de lui dire tout ce que je voulais lui dire. Je n'ai pas eu le temps de m'excuser pour toutes les fois où j'ai été absente, émotionnellement, enfermée dans mes propres traumatismes, incapable de lui donner l'amour qu'elle méritait. Mais avant de partir, dans ces derniers jours de lucidité, alors qu'elle était allongée dans un lit d'hôpital blanc et stérile qui sentait le désinfectant et la mort, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle a pris ma main dans la sienne, si fragile qu'elle semblait faite de papier de soie, et elle a murmuré d'une voix à peine audible « Maman, tu te souviens du soldat allemand qui nous a sauvés ? Je pense à lui chaque jour depuis que je suis enfant. Et je me demande combien d'autres personnes il a sauvées avant de mourir. Combien d'autres enfants ont eu la chance de grandir grâce à lui ? Combien d'autres mères ont pu continuer à vivre parce qu'il a choisi d'être humain ce jour-là ? Je ne saurai jamais, mais je veux croire qu'il en a sauvé d'autres. Parce qu'un homme capable de ça ne peut pas s'être arrêté à nous. Ces paroles m'ont hanté depuis. Je ne sais pas si Kjell a sauvé d'autres personnes. Je ne sais pas si notre histoire était unique ou si elle faisait partie d'une série d'actes similaires qu'il a accomplis pendant sa courte vie de soldat. Peut-être que oui.
Peut-être que dans d'autres camps, d'autres villages, d'autres moments de la guerre, il a fait le même choix. Peut-être qu'il existe quelque part en Europe d'autres familles qui lui doivent leur existence sans même le savoir. Ou peut-être que non. Peut-être que nous étions les seuls. Peut-être que ce moment était unique, irremplaçable, un éclair d'humanité dans une tempête de ténèbres. Je ne le saurai jamais. Mais ce que je sais, c'est que son geste a eu des répercussions bien au-delà de ce jour de décembre 1943. Parce que je suis restée en vie. Parce qu'Aérine a grandi, malgré les cauchemars et les cicatrices invisibles. Parce qu'elle s'est mariée à un homme bon qui l'a aimée pour ce qu'elle était, avec ses silences et ses peurs. Parce qu'elle a eu 2 enfants, Marc et Sophie, qui sont devenus des adultes merveilleux, empathiques, conscients de l'importance de l'humanité dans un monde qui semble parfois en manquer cruellement. Et ces enfants ont eu des enfants à leur tour. Marc a 3 fils, Sophie a une fille et un fils. Et aujourd'hui, quelque part en France, il y a une famille de 9 personnes qui existent parce qu'un soldat allemand nommé Kjell Hartmann a choisi d'être humain avant d'être soldat un jour glacé de l'hiver 1943. 9 personnes qui rient, qui pleurent, qui aiment, qui travaillent, qui créent, qui vivent. 9 personnes qui portent en elles, sans le savoir vraiment, l'héritage d'un homme qu'elles n'ont jamais rencontré. 9 personnes qui sont la preuve vivante que la bonté n'est jamais perdue, qu'elle se multiplie à travers les générations comme des ondes qui s'étendent à l'infini sur la surface d'un lac calme. J'ai raconté cette histoire à mes petits-enfants quand ils ont été assez grands pour comprendre. Je leur ai montré la lettre de Kjell, traduite en français par un ami historien. Je leur ai expliqué ce que signifiait faire un choix moral dans des circonstances impossibles. Certains ont pleuré, d'autres sont restés silencieux pendant des heures. Mais tous ont compris quelque chose d'essentiel, que l'humanité n'est pas un état naturel garanti, mais un effort constant, un choix quotidien, parfois un sacrifice. La guerre a essayé de nous effacer. Elle a essayé de réduire notre existence à des numéros tatoués sur des avant-bras, à des corps empilés dans des fosses communes, à des noms rayés des registres d'état civil. Elle a essayé de faire de nous des victimes sans visage, des statistiques dans des livres d'histoire, des fantômes oubliés. Mais elle a échoué. Parce que Kjell nous a vus, et en nous voyant, il nous a rendus réels. Il a rendu notre souffrance visible, notre humanité indéniable, notre existence légitime. Et cela, personne ne peut nous le reprendre. Jamais. Je ne sais pas si le pardon existe vraiment. Je ne sais pas si on peut pardonner une guerre qui a tué des dizaines de millions de personnes, une occupation qui a brisé des millions de familles, des camps qui ont transformé des êtres humains en objets jetables. Je ne sais pas si on peut pardonner les gardiens qui riaient quand je tombais, les officiers qui nous regardaient avec cette indifférence mécanique, le système entier qui a permis que de telles horreurs se produisent. Je ne pense pas que le pardon soit possible pour certaines choses, et je ne pense pas qu'il soit nécessaire. Mais je sais qu'on peut reconnaître les actes de bonté au milieu de l'horreur, et que ces actes, même petits, même isolés, même apparemment insignifiants dans l'immensité du mal, peuvent changer tout. Parce qu'ils nous rappellent que l'humanité n'est pas une chose qu'on possède de naissance ou qu'on perd définitivement dans certaines circonstances. C'est un choix conscient qu'on fait chaque jour, parfois à chaque instant, parfois au péril de notre vie, parfois contre toute logique, parfois sans témoin et sans récompense. Kjell a fait ce choix, et ce choix a eu plus d'importance qu'il ne le saura jamais. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de 2 vies sauvées un jour de décembre. Il s'agit de toutes les vies qui ont découlé de ces 2 vies. Il s'agit de tous les moments de joie, d'amour, de création qui n'auraient jamais existé si nous étions mortes dans ce camp. Il s'agit de Marc qui est devenu professeur et qui transmet son savoir à des centaines d'élèves chaque année. Il s'agit de Sophie qui est devenue infirmière et qui sauve des vies à son tour dans un hôpital de Lyon. Il s'agit de leurs enfants qui grandiront avec la conscience que l'humanité est fragile, mais possible, qu'elle doit être protégée, cultivée, défendue à chaque instant. 5 ans après avoir donné cette entrevue, mon cœur s'est arrêté. Enfin, il s'arrêtera bientôt. Je le sens. Mon corps me lâche progressivement. Mes forces déclinent. Mes nuits sont plus longues que mes jours.
Mais je n'ai pas peur. J'ai vécu assez longtemps pour voir que ma vie avait un sens, que ma survie n'était pas un accident, mais une responsabilité, que j'avais le devoir de témoigner, de raconter, de transmettre cette histoire avant qu'elle ne disparaisse avec moi. Cette histoire reste. Elle reste dans les archives que j'ai laissées à la Fondation pour la mémoire de la Shoah, dans les bibliothèques universitaires, dans les centres de documentation sur la Seconde Guerre mondiale. Elle reste dans les lettres que j'ai écrites à des historiens, à des journalistes, à des chercheurs. Elle reste dans les témoignages que j'ai partagés lors de conférences dans des écoles, des lycées, des universités. Et maintenant, elle reste ici, dans cette vidéo, pour que les générations futures sachent qu'il n'y a pas que les grands héros dans l'histoire, qu'il y a aussi les héros ordinaires, ceux dont on ne parle jamais, ceux qui n'ont pas de monument ni de médaille, mais dont les actes résonnent à travers le temps avec une puissance inégalée. Si vous avez regardé jusqu'ici, si vous avez eu la patience et la générosité d'écouter l'histoire d'une vieille femme qui a survécu à l'enfer, merci. Merci du fond du cœur. Merci de m'avoir écouté sans jugement. Merci d'avoir donné à mon histoire et à celle de Kjell une chance d'être entendue, comprise, peut-être même ressentie. Parce que, tant que ces histoires sont racontées, tant qu'elles circulent de bouche à oreille, de génération en génération, de continent en continent, elles ne peuvent pas être effacées. Et tant qu'elles ne sont pas effacées, il reste de l'espoir. L'espoir que dans chaque guerre future, dans chaque conflit, dans chaque moment où l'humanité sera mise à l'épreuve, il y aura des Kjell Hartman, des hommes et des femmes ordinaires qui feront des choix extraordinaires, qui verront l'humain derrière l'ennemi, qui choisiront la compassion plutôt que l'obéissance aveugle, qui risqueront tout pour sauver des inconnus simplement parce que c'est la bonne chose à faire. La guerre a essayé de nous effacer, Irene et moi. Elle a failli réussir, mais elle a échoué, grâce à un homme qui portait le mauvais uniforme mais qui avait le bon cœur. Et nous sommes toujours là, dans la mémoire, dans les archives, dans cette vidéo, dans les 9 vies qui existent grâce à lui. Nous sommes toujours là. Et tant qu'on se souviendra de nous, Kjell Hartman sera toujours là aussi. L'histoire d'Elira Vågrenard et de Kjell Hartman n'est pas une fiction. C'est un témoignage brut de ce que l'humanité peut accomplir même dans ses heures les plus sombres. 2 vies séparées par la guerre, par les uniformes, par la haine organisée, et pourtant reliées par un instant de grâce qui a défié toute logique. Aujourd'hui, quelque part en France, 9 personnes vivent, aiment, rêvent et créent, parce qu'un homme a choisi de voir une enfant qui priait plutôt qu'une ennemie à ignorer. Parce qu'il a refusé de laisser la guerre éteindre ce qu'il y avait de plus humain en lui. Si cette histoire vous a touché, si elle a éveillé quelque chose en vous, une émotion, une question, une prise de conscience, alors elle a accompli son but. Mais elle ne doit pas s'arrêter ici. Elle doit vivre, elle doit circuler. Elle doit être racontée encore et encore, jusqu'à ce que chaque génération comprenne que l'humanité ne se mesure pas à ce que nous proclamons en temps de paix, mais à ce que nous choisissons de faire quand tout nous pousse à devenir des monstres. Ces récits ne survivent que si vous leur donnez une voix, si vous les partagez, si vous les commentez, si vous dites au monde « J'ai écouté, j'ai compris ». Et je ne laisserai pas cette histoire disparaître dans l'oubli. Alors prenez un instant, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-nous d'où vous regardez cette vidéo. Dites-nous ce que l'histoire d'Elira et de Kjell a éveillé en vous. Une mémoire familiale? Une question morale? Un espoir renouvelé dans la bonté humaine? Chaque mot que vous écrivez devient une pierre de plus dans le monument invisible que nous construisons ensemble pour honorer ces vies oubliées. Abonnez-vous à cette chaîne pour que d'autres histoires comme celle-ci continuent d'exister. Activez la cloche pour être alerté quand un nouveau témoignage sera partagé. Parce que chaque abonnement est un acte de résistance contre l'amnésie collective. Chaque partage est une victoire contre le silence. Et si jamais vous vous demandez pourquoi ces histoires importent, pourquoi nous devons continuer à les raconter alors que tant d'années ont passé, rappelez-vous ceci. Kjell Hartman est mort à 36 ans dans un champ gelé près de Leningrad,
sans savoir que son geste aurait des répercussions pendant 80 ans. Elira Vaugrenard a porté cette mémoire pendant 60 ans avant de trouver le courage de parler. Aérine a pensé à cet homme chaque jour de sa vie jusqu'à son dernier souffle. Ces personnes ont sacrifié leur silence, leur confort, parfois leur vie, pour que cette vérité survive. Nous leur devons au minimum de l'écouter, de la transmettre, de faire en sorte que leur sacrifice ne soit pas vain. Parce que tant que nous nous souviendrons, tant que nous raconterons, tant que nous refuserons d'oublier, la guerre n'aura pas gagné. L'humanité, elle, aura survécu. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout. Merci d'avoir donné à Elira, à Aérine et à Kjell une place dans votre mémoire. Et maintenant, faites vivre leur histoire. Elle vous appartient aussi.